Bonjour, aujourd'hui je reçois Marie-Noëlle Hamelin qui est cofondatrice de Bicom et Bination et elle va nous expliquer ça consiste en quoi ces deux entreprises et elle va nous partager un peu sa position au niveau du leadership et au niveau de la communication. Alors, bienvenue Marie-Noëlle. Je pose la question, Marie-Noëlle, qui es-tu? C'est une grande question. À la base, moi, je suis une maman avant tout. Une maman, une amie, une femme, une partenaire. Puis je suis entrepreneur. J'ai fondé l'agence Bicom il y a 17 ans maintenant avec Vicky Boudreau, qui est mon associée depuis toujours. Moi, ce qui me passionne, c'est les relations humaines. Donc, ma position, quand je me définis, c'est toujours en fonction des gens autour de moi, de mes collègues, les projets. C'est toujours dans cet aspect-là que je me positionne. Donc voilà, je fais des relations publiques, des relations de presse, du marketing d'influence à travers mon agence, puis à travers Bination, des campagnes de nano-influence. Ouais, ça c'est une nouvelle position, effectivement. J'aimerais juste que tu nous partages, parce que tu l'as partagé tout à l'heure, la différence entre Bicom et Bination, puis qu'est-ce qui fait que vous avez monté Bination, parce que c'est quand même intéressant ce qui se passe en ce moment par rapport à ça. Vraiment. En fait, Bicom, c'est l'agence, à la base, quand on a commencé il y a 17 ans, c'était des relations de presse assez traditionnelles, disons, des relations de presse pures, comme on dit. Avec les années, évidemment, ça a bougé. L'Internet existait dans le temps, mais pas vraiment pas, c'était pas du tout évolué comme ça. Les campagnes digitales n'étaient pas nécessairement à point. Donc, Bicom offre campagnes de relations publiques, marketing d'influence, réseaux sociaux, tout ça. Donc, on travaille avec plusieurs projets, donc plusieurs canaux. L'idée, c'est de faire connaître nos projets à travers tous ces canaux-là. Et on fait du marketing d'influence depuis un bout. On travaille beaucoup avec les macro-influenceurs ou les gens qui sont, si on veut, soit des personnalités connues ou qui ont des grandes portées, donc qui ont beaucoup d'abonnés. Et on s'est rendu compte, par contre, que ça commençait c'est devenu payant. Au départ, c'était pas payant du tout, donc c'est devenu payant. Les gens sont pas dupes, commencent à savoir aussi que c'est un peu une publicité déguisée, si on veut. Donc, on a fait venir un sondage. Comment Bination est parti, c'est qu'on a fait venir un sondage il y a plusieurs années. Plusieurs années, peut-être 5 ans, 6 ans, sur l'influence, justement, à savoir qui serait le prochain influenceur de demain. Donc, qui serait la prochaine personne sur qui on se fie? C'était les journalistes dans le temps. Maintenant, c'est beaucoup à travers les médias sociaux, les influenceurs et tout. Et ce qui était sorti, c'était les nanos. Les nanos, c'est les 10 000 abonnés et moins. Donc, c'est les gens qui ont des réelles connexions entre eux. Donc, les abonnés, c'est des gens qui se connaissent. C'est des gens qui ont des intérêts communs. Et les nanos, c'est des gens qui font des posts, si on veut, selon leurs réels intérêts. Donc, c'est beaucoup plus authentique. Donc, la rétention est peut-être 10 fois plus importante que celle des influenceurs qu'on dit macro, parce que les gens savent probablement que ces gens-là ne sont pas payés et c'est des gens qui connaissent, donc ils ont confiance plus rapidement, si on veut. Wow! Hey, ça, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment, c'est ce qui est pour demain, là, vraiment, tout... Oui. Ça se positionne pas mal. Oui, absolument, parce que Bination, quand on a parti ça, cette communauté-là, si on veut, ça fait 3 ans. Et on a parlé des campagnes à travers Bicom, donc les clients, quand ils viennent chez nous, on leur offre plusieurs possibilités, dont une campagne Bination avec les nano-influenceurs, et on se rend compte que ça fonctionne tellement bien, la rétention est super importante, puis les gens retrouvent une espèce d'authenticité. Ils ont moins l'impression de se faire dicter un peu tout et rien par des personnalités qui sont connues, qui dans le fond n'ont pas nécessairement d'intérêt particulier pour ces produits, les produits dont ils font la promotion. Donc oui, c'est vraiment, je dirais que les nano-influenceurs, c'est pas mal les influenceurs de demain. Alors, ma deuxième question, c'est comment peut-on rêver de demain? Toi, étant cofondatrice de 2 entreprises, très entrepreneur et tu gères une vingtaine d'employés. Donc, je te dirais, dans ton milieu de la communication, comment peut-on rêver demain? Ça, c'est une grande question parce que si je regarde, mais en fait, moi, le mot que je me répète toujours, c'est adaptation. C'est le plus important. C'est le plus important. Parce que je regarde les compagnies qui existaient avec Bicom il y a 17 ans, la plupart n'existent plus aujourd'hui. Et si nous, on offrait le même service qu'on offrait il y a 17 ans, on n'existerait plus nous non plus. Okay. Ah, vraiment. Parce que les relations de presse, oui, dans les mandats avec les clients, ça constitue quand même une portion du mandat, mais c'est pratiquement inexistant que les gens demandent juste ça. T'sais, ça prend vraiment beaucoup plus de canaux maintenant pour aller rejoindre la clientèle visée. Donc, c'est vraiment l'adaptation. Et là, plus ça avance, il y a des études qui sortent récemment aussi, comme quoi, je pense qu'on est rendu à 85% des jobs, si on veut, là, du travail de demain, en fait 2030, qui n'existent pas aujourd'hui, qu'on ne sait même pas qu'ils existent encore.
Donc, c'est tellement important de, justement, d'entendre ce qui se fait, de s'adapter, de ne pas rester dans les créneaux naturels dans lesquels on est. La formation est super importante. Je dirais que c'est vraiment ça. C'est vraiment l'adaptation qui est importante. Puis justement, parce que pour t'adapter, je veux dire, il faut que tu réfléchisses un peu plus comment ça va être le demain. Il faut que tu te poses la question, il faut que tu réfléchisses. Mais oui, toi, en tant qu'entrepreneur, et aussi adapter les gens avec qui tu collabores. Les gens qui collaborent avec vous, ben, il faut aussi les outiller à cette adaptation-là. Complètement. Ou les développer, on va dire. Ah, complètement. Puis avant, je regarde au début, puis même dans les 5 dernières années, ça a changé énormément. Même quand des gens viennent travailler pour nous dans les entrevues, comment je peux dire? Maintenant, c'est plus les gens qui nous... c'est plus nous qui leur demandons qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous, c'est eux qui nous demandent qu'est-ce que nous, on peut faire pour eux, puis c'est quoi nos conditions, puis c'est quoi nos... Donc, tu sais, maintenant, le côté humain, puis moi, ça me... il y a un côté que j'aime beaucoup là-dedans parce que c'est ça qui est à l'avant-plan maintenant. Il faut vraiment qu'on voit la réalité de chacun. La flexibilité est extrêmement importante, ce qui n'était pas le cas. Le COVID a aidé quand même à ce niveau-là. Ouais, un peu parce que, tu sais, maintenant, là, je regarde moi depuis que je suis revenue, depuis la COVID, j'ai pratiquement pas fait de rencontres en personne. Parce que maintenant, les Teams, les Zoom, les Google Meet sont là, puis on sauve beaucoup de temps, on sauve beaucoup les déplacements et c'est aussi efficace souvent. Donc, tu sais, c'est sûr que pour nos employés, c'est extrêmement important de leur offrir un environnement de travail qui est adapté, une flexibilité au niveau des horaires, une flexibilité au niveau de la charge de travail. Puis eux veulent beaucoup, c'est super important, on se rend compte, qui est pour eux un purpose, je ne sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui me sort, mais il faut qu'il y ait vraiment, quand ils font une tâche ou un projet, faut qu'il y ait une mission derrière ça, faut qu'ils sentent un engagement, faut qu'eux, ça veut dire quelque chose. Ils ne vont pas juste rentrer travailler puis ils punchent, c'est plus comme ça. Donc, c'est vraiment important de les motiver, de les impliquer dans le processus décisionnel, dans un peu tout ça, ce qui était moins le cas avant. Il y a beaucoup moins d'employés qui débarquent puis qu'eux veulent faire leur travail puis ils veulent partir le soir. Non, ils veulent comprendre, ils veulent... Puis pour nous, on a un gros travail à faire derrière d'expliquer. Maintenant, quand je prends des décisions, je peux pas juste « voici ma décision ». Les employés doivent comprendre, puis ça va autant sur leur charge de travail que pourquoi dans le bureau on a fait un espace commun, puis on a fait juste une salle de conférence, puis pas deux, puis pourquoi n'importe quelle chose, pourquoi les chaises sont de cette façon-là, puis pourquoi finalement, on ferme le bureau à 13h par exemple pour les employés. Même à ça, quand on a pris cette décision-là, c'est avec eux. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est-tu les horaires? C'est-tu le salaire? C'est-tu en priorité, évidemment? Puis quand on a pris cette décision-là, ben, tout le monde a été concerté, tout le monde est d'accord. Donc après ça s'applique aussi beaucoup mieux parce que ça rejoint leurs besoins. Mais on a besoin de concertation, on a besoin d'implication beaucoup plus important qu'on avait avant. C'est beaucoup donné un sens à qu'est-ce qu'ils font. Absolument, ben c'est ça. Merci Stéphanie, c'est le sens. Exactement ça. Mais c'est le sens de pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qui fait qu'on prend cette décision? Qu'est-ce qui fait que justement on ferme le bureau à 13h? Qu'est-ce qui fait que donc beaucoup d'explications et de sens. Beaucoup. Puis des fois c'est pour des petites choses parce que les gens arrivent travailler puis ils ont beaucoup de besoins. T'sais, les gens sont centrés aussi sur leurs besoins puis se sont fait dire beaucoup de penser à eux puis de demander, puis c'est correct, mais les droits viennent avec des obligations. Et ce bout-là, il est souvent un peu oublié ou mis de côté. Et ça arrive souvent que même les augmentations de salaire au niveau des postes, ils veulent plus de droits, ils veulent plus, dans leur tête, mettons, de monter les échelons, ça vient avec plus de flexibilité, plus de latitude. Mais non, ça vient avec plus de responsabilités, plus d'obligations. Et ça, il faut vraiment l'expliquer. Ce qu'on n'avait pas à faire avant, parce qu'avant, on dirait que c'est un peu plus naturel, si on veut, là. La responsabilité va avec les échelons. Là, les obligations, il faut vraiment les expliquer aux employés. Puis les décisions, comme c'est une banalité, par exemple, on va demander, puis ça a l'air super banal, mais on a quelqu'un qui vient faire le ménage, évidemment, à l'agence, mais là, on regardait à chaque combien de temps on aurait besoin du ménage. Mais là, tout le monde à chaque jour, OK, parfait, mais voici ce que ça coûte. Si ça coûte ça, mais on peut peut-être pas avoir des viennoiseries tous les matins. Je n'importe quoi, mais maintenant, il faut vraiment expliquer. Les gens se sentent concernés, les gens comprennent maintenant, fait qu'il n'y a plus personne qui chiale parce que la poubelle, ils sont obligés de la vider eux-mêmes. Il faut les amener vraiment à comprendre les décisions puis ne rien imposer. Mais pour ça, d'amener le gagnant-gagnant, là,
sais, je t'explique, tu me donnes, je te redonne. Il y a beaucoup de travail de communication à faire pour arriver là. Vraiment. Donc, c'est de la transparence. Beaucoup d'être transparent de pourquoi on prend les décisions. Tu sais, quand tu dis, voilà, mais si la personne qui fait le ménage, voilà qu'elle coûte tant, si vous voulez ça, il va falloir qu'on coupe là-dessus. C'est beaucoup de transparence et donc de les impliquer, donc de consulter. Absolument. Ah, vraiment. J'en parle du temps, là. Les petits sondages que j'envoie, là, il y en a beaucoup. Là. Mais comment tu fais pour consulter? Parce que c'est tout un enjeu, la capacité à consulter les gens. Comment toi, dans ton influence, en fait, dans la façon de te positionner dans ton rôle, comment tu travailles ça? Mais là, je me suis rendu compte que là, on a engagé quelqu'un en ressources humaines, c'est tout récent depuis le mois de décembre. Puis avant, c'était moi qui s'occupais vraiment de ce département-là. Puis au départ, c'était demi-temps. Puis là, c'est déjà rendu temps plein parce que, justement, on se rend compte que c'est vraiment un travail en soi. Moi, je le faisais, mais vraiment, il n'y a pas nécessairement une distance entre moi et les employés, mais veux pas, c'est sûr que des fois, ils sont peut-être pas à l'aise de me dire tout. Et donc, d'avoir comme un tampon entre nous, c'est l'idéal. Puis, sinon, je passais beaucoup de temps, moi, à faire des Survey Monkey. Ça, c'était j'envoyais, mais pour tout, là. On déménage. OK, vous, qu'est-ce que vous voulez comme espace de travail? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi les horaires que vous voulez? Quel type de chaise tu veux t'asseoir? T'sais. Puis après ça, on fait à chaque trimestre, par exemple, on a une rencontre avec tous les employés qu'on leur explique qu'est-ce qui s'est passé au dernier trimestre, les résultats et tout, c'est quoi les prochains objectifs. Donc, on les informe, on les fait participer. Ensuite, on a un événement de team building, si on veut. Je vais consulter qu'est-ce que vous voulez, qui veut, est-ce qu'on rend ça obligatoire, est-ce que c'est les gens veulent, est-ce que c'est même tout ça qu'il faut aller chercher comme information parce que pour une personne, c'est pas nécessairement aussi important que pour un autre. Par exemple, le team building, sur 10, j'en ai qui me répondent que c'est important à 1 parce qu'ils veulent travailler de chez eux, parce qu'ils habitent dans le Nord. Puis l'autre, c'est 10 parce que la personne elle a 28 ans puis elle est dans son prime de je veux rencontrer du monde, je veux connecter, j'ai besoin d'une famille. Tu sais, les gens, c'est tellement différent. Donc, je passe encore beaucoup de temps à connaître les employés. Faire juste des 5 à 7, je me fais un devoir d'être là parce que j'aime ça. Mais parce que c'est aussi à ce moment-là que je comprends plus la personne, que je connais mieux, que là, c'est les vraies personnes qui me parlent, on n'est pas en mode travail. Fait que là, c'est là que ça sort certaines petites affaires aussi. C'est là que je vois les petites... pas nécessairement les clics qui travaillent bien avec une personne, qui naturellement s'entend bien. Puis on essaie toujours de jouer avec ça aussi. Là. Le travail, c'est une chose, mais il faut aussi que les gens aiment avec les gens avec qui ils travaillent et tout. Puis ça, le choix ça revient aussi à une autre chose. Je pense qu'à la sélection maintenant, si on parle de demain, la sélection va être plus importante d'aller chercher des gens ils ont un savoir-faire, mais il y a un savoir-être lié aux valeurs de la compagnie parce que tout tourne autour des valeurs maintenant. Ouais, puis il y a beaucoup, je veux dire, ce que je t'entends, tu dis, OK, oui, il y a la flexibilité, il y a le télétravail, mais il y a aussi le côté humain. Donc, c'est comme ce paradoxe-là qui est présent et qu'il faut jongler avec ce paradoxe-là. Donc, oui, je veux pouvoir travailler au chalet, n'importe où, une flexibilité, mais je veux aussi pouvoir connecter. Ouais. Ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, là, c'est tout, OK, oui, je veux travailler, mais c'est une expérience humaine aussi que je veux vivre. Complètement. Puis pour les entrepreneurs, souvent, maintenant, c'est lourd. Il faut que tu aies cette personnalité. Parce qu'on porte plusieurs chapeaux et aujourd'hui, je trouve qu'on n'est plus nécessairement responsable du bonheur des gens au travail, on est responsable de leur bonheur. C'est l'aspect humain, ce qu'ils sont, ils se définissent parce que le travail n'est plus... le travail fait partie d'eux. Les gens veulent que le travail, comme tu disais, ait un sens, donc il faut que ça colle avec eux, leur personnalité, leurs valeurs. Donc, c'est tout ce qui vient autour du travail, c'est un peu de notre responsabilité maintenant. Puis ce bout-là, il est quand même assez difficile. De là, l'idée, l'importance de sonder toujours, puis de surtout leur expliquer parce que des fois, moi je veux ça, mais là, on a sondé tout le monde, puis sur les 40, vous êtes 4. On ne peut pas aller là. On est une entité, puis de faire... Nous, on n'a pas le choix de faire passer l'agence avant, puis d'amener assez de confiance, on a pas assez confiance en nous pour que maintenant, ils savent que quand on prend une décision, c'est pour le bien de l'agence. Mais on les a sondés, mais ça ne veut pas dire qu'on va dire oui à tout parce que c'est pas possible dans la globalité. Mais quand ils comprennent, ils sont beaucoup moins fâchés de ne pas avoir ce qu'ils ont demandé, par exemple. Puis, je t'entends faire des sondages.
Moi, ma question, c'est sont-tu écœurés d'en avoir des sondages? Parce que j'entends beaucoup ça dans les organisations. Ouais. C'est comme c'est sondé tout le temps, puis à un moment donné, je suis comme écœurée de répondre à des sondages. Non. As-tu ça? Je sais pas. Non, pas du tout, mais tu sais, je dis que j'en fais beaucoup, j'en fais comme même pas un par semaine. Ok. J'en fais peut-être deux. Écoute, je sais même pas. Ouais. Ça dépend si j'ai. Tu sais, c'est des ouais. sondages vraiment liés à des projets particuliers. OK. Puis en même temps, ils ont le choix de pas répondre. Mais ça aussi, je l'utilise, mais tu sais, après ça, tu peux pas te plaindre de ton gouvernement si t'es pas allé voter, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y a aussi ça, tu sais, j'amène les employés à se responsabiliser, puis vous avez le droit, on veut vous entendre, mais après ça, tu peux pas venir en disant, moi, ça, je suis pas non, je le sais qu'il y a pas... J'ai consulté. Absolument, tu sais, donc, ça les responsabilise aussi, puis c'est là aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire de, tu sais, que je comprends les besoins, on comprend tout ça, mais il y a des responsabilités aussi qui viennent avec cette flexibilité-là et tout. Là. Ce que tout à l'heure, tu as dit, il y a beaucoup l'adaptation, c'est ton mot phare, ce que j'entendais, l'adaptation. Dans tout ce que tu me dis, puis tu sais, je veux dire, j'entends beaucoup d'adaptation pour toi et Vicky, certainement aussi, par rapport, parce que ça fait 17 ans, l'évolution de l'organisation. Comment tu travailles ça? Toi et Vicky, ou toi tout seul, ou toi et Vicky, là, tu sais. Vicky, elle a son adaptation, mais Vicky s'occupe vraiment plus du côté démarchage. Vicky, c'est vraiment le cerveau je dirais, tous nos services, le positionnement de l'agence, c'est tout. C'est elle qui va chercher les nouveaux clients. C'est elle, par exemple, des Nations, c'est elle qui a fait « OK, il faut s'asseoir, what's next? Qu'est-ce qui se passe demain? Il faut s'asseoir, on fait venir un sondage, puis on va... » Vicky, elle a vraiment le côté précurseur. Elle, c'est vraiment ça. Donc, elle s'adapte continuellement, mais au niveau plus des services. Moi, c'est au niveau humain. Puis, c'est vraiment du au jour le jour. On se dit tout le temps, il ne faut jamais utiliser le on a toujours fait ça comme ça, donc c'est comme ça. Ça, c'est terminé. C'est juste plus possible. Ah non? C'est juste plus possible. Comment ça? Ah non, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, j'ai une employée récemment qu'on adore, qui est extraordinaire, qui est avec nous depuis 10 ans, puis que là, quitte. Puis c'est en discutant ensemble parce que ça a tellement évolué. Puis je dis, as-tu encore on n'a pas le choix de s'adapter, il faut que tu ailles chercher des formations, faut que as-tu encore ce gaz-là? Si la réponse est non, c'est pas parce que tu es plus bonne ou parce que c'est juste que ça avance vite. Puis il faut qu'on reste tout le temps. Nous, on n'a pas le choix de rester tout le temps un peu à la fine pointe. Puis c'est ça. Puis pour toi, comment toi tu le travailles, toi? Cette flexibilité-là, cette envie de s'adapter tout le temps. As-tu des trucs mon Dieu. À nous partager? Des petits trucs pour rester, pour s'adapter? Oui. Ben en fait, oui et non. Tu sais, comme je disais, moi, je reste toujours les oreilles ouvertes. Je reste toujours les oreilles ouvertes, puis je me dis, j'écoute, je prends pas de décision rapidement, je m'arrête, puis après ça, je regarde au meilleur de mes connaissances, je consulte beaucoup. Tu sais, là, j'ai une nouvelle personne qui arrive en ressources humaines, donc elle a déjà ses façons de faire qui sont des fois un petit peu plus carrées que les miennes, donc les deux ensemble, ça va quand même bien. Mais moi, je dirais que c'est plus naturellement. Tu sais, je vois un peu ce qui se passe. Quand je dis que je sonde, des fois, c'est pas nécessairement par écrit. Tu sais, je me promène souvent, je vais jaser avec les employés, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis je l'applique dans ma vie quotidienne aussi, de me dire, quand j'arrive quelque part, faut que je reste ouverte. Il faut que je reste ouverte, puis il faut que j'ai pas peur aussi de changer les choses, j'ai pas peur de l'échec. Ça, moi, j'ai zéro peur de ça, puis ça veut pas dire que j'ai pas d'échec. Ça veut juste dire que quand il en arrive un, je suis capable de me dire qu'on va apprendre de ça, je suis capable de me dire je me suis trompée, j'ai aucun problème avec ça. Donc, l'adaptation vient aussi avec ça, je pense. C'est important de ça, ou de pas craindre, de pas attendre le meilleur moment pour changer les choses, pour s'adapter. Il faut que tu sois instinctif, faut que tu vois Moi, je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne, parce que j'ai pas peur, je m'adapte, je me dis, je vais essayer. Si au pire, on fera 2 pas en avant, 1 en arrière, ben ça sera ça. On aura peut-être encore un de plus pareil au final. Ce que j'entends dans tout ce que tu dis, puis c'est vraiment intéressant, c'est toute la capacité de prendre des risques. Vraiment. Tout oser. Donc, il y a tout un courage, on va dire, tu sais, vraiment un courage d'oser faire les choses. Puis, ce que j'aime dans ce que tu dis aussi, c'est toute la capacité de faire des erreurs. Ouais. Toute cette capacité-là, j'ose, je vais en faire. Ouais. Et tu me corrigeras si j'entends bien, mais c'est aussi comme, c'est pas grave si j'en fais, je vais le dire, puis je vais être transparente que j'en ai fait, puis qu'est-ce qu'on va en retirer. Mais cette capacité-là à oser, à prendre des risques, tu sais, amène une certaine créativité aussi, d'adaptabilité, de dire, j'ose, je vais tester. Ma question est, est-ce que tu attends d'avoir tous les éléments pour oser? Non, jamais. OK. Est-ce que si tu dis, tu as 50% des éléments, tu vas paraître, puis que ça serait... Mais parce que 50%, c'est
presque Puis je dis impossible. comme Non, ça, je là, comprends, tu sais. mais 20, 25, 80, Ouais. c'est presque impossible de vraiment, tu sais, de vraiment pouvoir, avant de se lancer dans un projet, de pouvoir évaluer vraiment les risques et tout. Tu sais, c'est sûr que si c'est un méga projet qui implique, je veux dire, peut-être que ça serait pas le cas, mais en général, non, moi j'attends pas. Quand je sens que l'instinct est là, quand je sens, je mobilise, tu sais, je discute toujours avec Vicky tout le temps, il n'y a rien qu'on partage pas. Je vais chercher les personnes dans mon équipe que je sais que ça peut concerner ou qui peuvent m'aider, je vais prendre leur opinion. C'est sûr que je suis capable de me dire, OK, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée, je vais entendre, mais si je vois qu'il y a une place, c'est sûr que je vais. C'est sûr que j'y vais, puis comme je te disais, le risque d'échec, moi, j'avoue que je le calcule pas, puis je pense que le fait que je suis capable de dire à mes employés que je me suis trompée, je suis capable de dire que ça, c'était pas notre meilleure idée, je suis capable de leur demander c'est quoi la meilleure, puis souvent, ça peut être une stagiaire qui sort la meilleure idée, puis on va la prendre, puis je prendrai pas le crédit, on va lui donner. Tu sais, ça fait aussi partie, je pense que ça soude l'équipe, puis tout le monde se sent plus confortable aussi, là. Mais ce côté-là, vraiment, de notion d'échec, moi, je le sais que je l'ai pas. Fait que ça m'aide vraiment à pas, parce que j'en ai fait, là. Je veux dire, on a fait là, quand même des moins bons coups, là. Et là, on en a fait. Mais ben, tu sais, je me dis, puis excuse-moi, t'allais dire quelque chose? Non, vas-y. Okay. À travers ça, j'ai fait beaucoup de formations sur le courage managérial, parce qu'on parlait de ça. C'est ça, ben, ça rejoint là, oui. Ben, vois-tu, moi, je trouve ça hyper important d'avoir le courage de le faire. Ce que je trouve des fois plus difficile dans dans les formations qu'on a, c'est des fois c'est un peu au détriment de l'aspect humain, dans le sens où c'est OK, tu vois que tel département est pas profitable ou efficace, ou du moins optimisé. Donc, OK, il faut que tu coupes du monde, puis là, il faut que tu aies le courage de couper du monde. C'est ta sœur, elle travaille avec toi, c'est ta cousine, c'est pas grave, faut pas y penser, tu sais, le courage managérial, des fois, moi, je le voyais un peu comme ça. Moi, je pourrais jamais l'appliquer comme ça. Tu sais, j'ai eu des amis qui ont travaillé avec moi, j'ai ma cousine, j'ai ma soeur. Ça a toujours bien terminé, ça a toujours été correct parce qu'on est capable de se parler. Moi, je suis capable d'expliquer les choses. Puis un département qui fonctionne pas bien, je vais le prendre en charge, c'est sûr et certain. Mais je vais m'asseoir avec les employés, je vais leur expliquer, je vais leur montrer où on s'en va. Ils vont comprendre la situation. Puis des fois, ça vient d'eux aussi de faire « Ah, effectivement, c'est peut-être pas le... » Fait que tu sais, il faut avoir le courage de prendre ces décisions-là, mais moi, je les prends quand même en consultant. J'arrive jamais en coupant tout de suite puis en disant « Voici où on s'en va ». Ça, non. Puis c'est un courage managérial humain. C'est ça que je pense que résumer. Ouais. Hein? C'est ça. Hein? Non, mais c'est super intéressant. Puis ce courage-là, tu sais, je dirais, toi, tu le cultives, tu l'entretiens, tout ça. Est-ce que c'est aussi comme une règle tu sais, une norme chez Bicom, que là, tu ton courage, de développer le courage des gens avec qui collaborent avec vous? Vraiment. Absolument. On incite aussi le courage. Ah, complètement. On incite, nous, notre valeur première chez Bicom, c'est l'esprit entrepreneurial. Nous, on veut que les gens soient autonomes, les gens soient créatifs, soient innovants, aient des idées. Puis on veut aussi qu'il y ait la confiance pour les mener à terme. C'est sûr qu'on a une façon de travailler toujours en duo pour qu'on puisse se consulter puis échanger, puis on mise aussi sur la participation. Mais il y a un côté qu'on veut des gens autonomes, on veut des gens qui soient capables d'aller au bout de leurs idées, on veut des gens qui, quand ils croient en quelque chose, ils vont. Ça, moi, je trouve que c'est super important. Je le dis souvent quand les employés viennent à l'agence. Moi, j'ai 2 enfants chez nous. Là. Je suis pas là, je suis pas là pour te dire ou tourner à gauche ou tourner à droite. Je me fie sur ton gros bon sens, ton jugement. Tu lèves le flag, je suis là, il y a du monde autour, mais ultimement, on veut que tu te développes. Puis les directeurs qui gèrent les équipes font pas de micromanagement. Ça arrive parce que, bon, mais on travaille là-dessus. Les directeurs aussi sont conscients qu'ils doivent amener les gens avec eux plus loin. Ils doivent les amener plus autonomes. Donc, ouais, ça, c'est vraiment important. Et puis, effectivement, c'est ça. Moi, ça me fait résonner. Ça me résonne. Ce qui me résonne, c'est que vous travaillez beaucoup le pourquoi et le quoi. Oui, vraiment. Pas le comment. Le comment, débrouille. En gros, teste-le, fais-le. Mais je ne vais pas te dire comment tu vas faire les choses. Je vais te dire pourquoi on fait les choses. Puis quoi on fait. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis ça, je pense qu'effectivement, c'est motivant. Ben oui, je pense que oui. Parce que, tu sais, les gens, moi, ma façon de faire, puis la façon de faire de Vicky, on risque d'arriver au même résultat, mais mon Dieu, on est 2 entités complètement différentes. On n'arrivera pas de la même façon. Puis ça me dérange pas. Tu sais, on n'est pas, puis je le dis souvent à mon équipe, le chemin que tu prends,
tu sais, c'est pas grave, voici le résultat, puis on n'est pas dans le contrôle, je pense que c'est ce que les gens veulent, mais en même temps, il faut très bien dire, parce que je me suis quand même fait avoir au début, des fois, en expliquant qu'on donne beaucoup de latitude, puis on amène les gens à être responsables, puis on essaie de... Donc, ça fait souvent des gens qui sont un peu, tu sais, respectent pas les échéances, puis nanana. Moi, c'est comme, vendredi 5h, faut que tu fasses ça. Comment tu t'y es pris dans ce laps-là, pour vrai? Si tu me montres que vendredi 5h, tu peux me livrer, j'ai pas de problème. J'ai plein d'employés qui vont travailler d'ailleurs, puis que j'ai une totale confiance parce qu'ils l'ont compris ce bout-là, tu sais. Voici ce que tu as à faire, puis après ça, organise tes choses, puis fais juste s'assurer que ça rentre, puis il faut que tu comprennes, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, puis après ça, tu me le donnes, puis le reste, ça passe. Y a-tu un type de personnalité qui colle plus à ce fonctionnement-là, selon toi? Ouais, les gens autonomes. Autonomes. Les gens qui ont l'esprit... les gens qui ont besoin de beaucoup d'encadrement, ça se peut, mais le problème, c'est comme ça évolue tellement vite. Si quelqu'un qui a besoin tout le temps de se faire fider, c'est moins évident. Comme ça évolue vite, ça prend des gens qui ont naturellement qui connaissent les médias, qui aiment ça, les réseaux sociaux, qui savent c'est qui les influenceurs, qui les suivent, je dis ça, puis moi je suis pas sur Instagram. Mais bon, moi je fais de la gestion, c'est ça. Je suis en gestion. Mais tu sais, ça prend des gens qui ont faim. Ça prend des personnalités autonomes, des personnalités qui veulent. L'initiation, là. Oui, qui veulent participer, puis je le dis quand les gens arrivent à l'agence, puis ils me disent, y a-t-il des possibilités d'avancement? Je suis là, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Va le chercher ton poste, puis puis la plupart des gens qui ont démontré cet esprit-là sont encore avec nous, puis ça fait des années. Là. Est-ce que tu as le même positionnement, tu sais, comme femme entrepreneur, tu sais, parce que là, j'étais avec des gens qui collaborent, mais tu rencontres plein de monde. Est-ce que tu as le même positionnement dans le monde, on va dire, de la communication? Est-ce que tu as ce même positionnement dans le fait d'être entrepreneur aussi, mais avec tes pairs ou avec dans le monde des affaires, on va dire, ou autre, tu sais? Au niveau comme de l'autonomie, au niveau de... Ben, tu sais, là, tu te dis, OK, je donne beaucoup d'autonomie, je suis beaucoup de l'avant, j'initie beaucoup de choses ou autre. Est-ce que tu le fais juste à l'interne ou est-ce que tu le fais aussi en règle générale dans le monde? En règle générale, c'est mon naturel. En règle générale, oui, j'entreprends, si on veut. Mais je laisse la place. J'ai pas toujours les meilleures idées. Parce que c'est pas évident, tu sais, puis moi, c'est ça aussi qui m'interpelle aussi, tu sais, de Bicom, c'est que vous êtes 2 femmes entrepreneurs dans un monde très compétitif. Ouais, vraiment. Comment tu vois ça? Ben, c'est drôle parce que des fois, Vicky, elle a une autre réponse que moi. Oui, j'imagine. Vicky, elle a une autre réponse que moi parce qu'elle, c'est elle qui va chercher les mandats, puis c'est elle qui a senti des fois que le fait d'être une femme, ça peut être handicapant, ça peut être... Moi, moins, parce qu'on dirait, je sais pas, c'est tellement ancré dans ma tête que, tu sais, j'ai jamais senti qu'il fallait que je fasse ma place par rapport à un homme. Ça m'a jamais arrêté. J'ai eu une fois, quand j'ai commencé, que je me suis présentée quelque part, puis que l'homme m'a dit, mais je suis désolée, mademoiselle, j'ai pas beaucoup de temps, j'aurais aimé ça parler directement au patron, tu sais. 2 affaires, là. Comme, tu sais, dans sa tête, je peux pas être le patron, j'étais une femme, j'étais trop jeune, il voulait pas s'adresser à moi, tu sais, j'étais là, oh, OK, c'est la première fois que j'ai été confrontée à ça, puis j'ai dit, ben, écoutez, c'est moi le patron, vous pourrez pas perdre votre temps. Fait que, on commence quand? Puis on a commencé, puis il s'est resté un client pendant un petit bout, tu sais, je suis pas intimidée par ça, je sais pas si ça... je vois pas, j'ai un groupement de gens d'affaires qui s'appelle Entre Chefs, que j'ai le même groupement depuis 6 ans, puis une 10 ans, j'ai été la seule femme longtemps. Puis je voyais pas du tout de différence, puis j'avais pas du tout l'impression que je devais me battre plus ou crédibilité. Je pense que ça change peut-être un peu, puis c'est pourtant c'est pas des hommes nécessairement de 30 ans, 40 ans, il y en avait beaucoup plus âgés, puis j'ai l'impression que ça tourne. En tout cas, moi, je l'ai pas tant senti, puis je savais peut-être pas ma cause en disant ça, mais ça part de... Je pense que ça part aussi de comment on se voit, puis de... Tu sais, moi, je me suis tout le temps fait dire, tu veux quelque chose, vas-y, puis... J'ai un frère, puis j'ai jamais eu l'impression que mon frère fallait qu'il fasse attention à moi parce que j'étais plus fragile ou moi, il fallait que je fasse particulier. Fait que j'ai moins ça, mais je pense peut-être que ça part de moi parce que Vicky dirait probablement autre chose. J'aime ça parce que donc c'est ta croyance aussi. Tu sais, je veux dire, c'est toutes tes croyances. Je dis, moi, j'en ai ma différence ou autre. C'est comme, non, je la vois pas, puis je fonce. C'est ça que j'entends aussi dans ce que tu dis. Mon go, peu importe qui je suis, go, je vais. C'est que je m'arrête pas à ça, tu sais. Puis des fois, là, puis en même temps, c'est peut-être moi qui le vois pas. On va dans des meetings des fois, puis quelqu'un dit, lui, il est super, tu sais, je me suis fait dire, lui, il est très misogyne, puis j'étais dans le même meeting, puis je suis là, ah bon?
Tu sais, mais c'est parce que aussi les commentaires où je les prends peut-être pas de la même façon, ou je m'empêche jamais de donner mon avis, je m'empêche jamais de, pas nécessairement remettre quelqu'un à sa place, mais que ce soit un homme ou une femme à qui je m'adresse, je vais avoir le même respect, je vais m'attendre à la même chose. Puis moi, ça n'a jamais vraiment été un enjeu comme tel, mais comme je disais, je pense que ça part de moi. Parce qu'il y en a beaucoup, je sais que même dans notre milieu qui n'est pas évident, surtout quand on sort de la communication. La communication, il y a quand même beaucoup de femmes. Oui. Quand on sort de ce milieu-là, je sais que des fois, c'est pas toujours évident. Il y a encore du chemin à faire. Ouais, mais surtout au niveau où vous êtes, je veux dire, vous commencez à avoir des gros mandats, vous commencez, je veux dire, vous êtes représentant de grosses entreprises et tout ça, donc ça joue fort aussi quand même dans ce milieu-là, là, c'est... Oui, absolument. C'est pas rien. C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais vois-tu, il y a quand même des mandats récemment qu'on est allé chercher, puis on pitchait contre des grosses agences, puis qui étaient gérées par des hommes, puis que ça a pas... mais c'est juste que, il y en a-tu qu'on a perdu parce qu'on est des femmes? Peut-être, mais je l'ai pas associé à ça. Il y en a-tu qu'on a gagné parce qu'on était des femmes aussi, puis les femmes, pour vrai, maintenant, il y a un vent favorable parce que, justement, le côté humain est de plus en plus important. Puis les femmes, c'est quand même un skill qui est beaucoup plus naturel. Donc, pour vrai, à certains égards, je pense que, pas le vent tourne, mais un peu, on reconnaît de plus en plus les forces des femmes. Puis c'est pas parce que les femmes sont humaines qui sont moins business, qui sont moins capables de compter, qui sont moins capables de réfléchir. Là. Ça n'a aucun rapport. Mais l'aspect humain donne quand même des fois une longueur d'avance je peux dire intelligence égale, mais oui. Là. Ouais. Ce que j'aime dans ce que tu mentionnes, encore une fois, c'est tout comme, OK, je suis super humaine, mais je suis super business aussi. J'en ai aucun souci. Je veux dire, je suis pas obligée de faire le choix, je peux être les deux. Puis ça, moi, j'aime ça dans ce que tu mentionnes. Puis toute la capacité de prendre ma place. Je la prends, ma place. Ouais. Puis j'ose la prendre avec tout qui je suis. Puis ça, c'est ça que j'entends beaucoup de toi, c'est comme je suis capable de l'apprendre, je suis capable de dire, je suis capable d'écouter, je suis capable de poser des questions, je suis capable de faire des erreurs, je suis capable de le dire que j'en fais. Puis ça, je pense que c'est vraiment toute une belle qualité de prendre sa place comme ça. Ben, c'est sûr que ça donne des résultats. Mais tu sais, ce que tu dis, le côté humain puis le côté business, c'est super important aussi. Puis dans nos valeurs de l'agence, c'est la dernière, puis ça a été long avant qu'on la mette. Parce que, moi et Vicky, on était là, on dirait qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, c'est la performance. Parce qu'en quelque part, moi, si le contrat arrive chez nous, puis je ne le livre pas, nickel, je l'aurais pu, je ne peux plus faire rouler ma route, je ne peux plus te payer, je ne peux plus, tu sais, il y a des employés, des fois, qui, là, ce qui est dur maintenant, c'est que la rigueur est beaucoup moins importante. Tu sais, les gens sont plus flexibles, dès que, tu sais, donc la rigueur, c'est moins une qualité qu'on retrouve maintenant, qu'on avait avant. Puis rapidement, si on répète 3-4 fois le deadline, mais la pression, fait qu'il faut vraiment faire attention à ce côté-là. Mais nous, on l'explique aux employés, on dit la performance, c'est pas qu'on veut presser. Performance, c'est pas négatif nécessairement. C'est correct, puis c'est normal. La performance, c'est aussi de se dépasser, c'est aussi d'atteindre des objectifs, c'est ça aussi. Puis on n'a pas le choix de le faire. Je veux dire, si on n'est pas performant, c'est une autre agence qui va ramasser le mandat, le client va partir ailleurs, puis on n'a pas le choix, mais les employés le comprennent. C'est juste que c'est pas ce qu'on met en priorité et c'est surtout pas ce qu'on met avant tout le reste. Encore une fois, je pense que c'est parce que tu travailles le pourquoi. Ouais, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait telle chose, pourquoi on, je veux dire, le pourquoi on vit, là, c'est hyper important, là, je veux dire, donc ça, j'imagine que tu dois le répéter souvent. Oui. Ouais. Et effectivement, c'est là où je reviens avec ton mot phare, adaptation, c'est vraiment intéressant parce que ton adaptation, c'est effectivement, oui, il y a d'adaptation, mais c'est parce qu'il y a une rigueur de travail, c'est ce qui te permet aussi de t'adapter. Complètement. Mais complètement, il faut, tu sais, puis aujourd'hui, l'adaptation, tu sais, adaptation puis flexibilité, des fois, c'est comme un peu mêlé, là. Flexibilité ne veut pas dire free for all, ne veut pas dire faire ce que tu veux quand tu veux, comme tu veux. Tu sais, il faut que tu sais, comme nous, on fait travail à la maison puis travail à l'agence, c'est moitié-moitié, puis dépendamment, j'en ai qui travaillent beaucoup plus de la maison, mais ça prend un cadre, c'est pas tu y vas, puis tu sais, il faut que tu sois disponible sur les heures de travail. Faut que tu sais, ils doivent aussi comprendre ce bout-là. Je peux pas t'appeler puis tu réponds pas sur les heures parce que tu es finalement en train de, tu sais, ça prend une confiance aussi entre les deux. Mais c'est sûr que la rigueur est quand même vraiment importante, c'est vraiment importante. T'sais, work hard, play hard, c'est correct, mais faut que tu travailles. Puis ça, à l'agence, les gens le comprennent, puis il faut le valoriser aussi. Il faut valoriser l'effort. L'effort, le travail, c'est important, puis c'est quelque chose qui prend moins de place aujourd'hui.
c'est correct parce que je suis la première à donner plus d'espace à l'aspect humain, mais pour arriver, le bonheur, il vient de l'effort, puis il vient de l'effort quand tu te mobilises, puis quand toi-même, tu y consens. Là. Alors, voilà. La notion d'effort, on la travaille aussi. J'aime ça. Écoute, puis j'entends beaucoup aussi que tu es reconnaissance, appréciation, valorisation. Tu sais, je t'ai entendu plusieurs fois dire ces mots-là. Ouais. Donc, il y a beaucoup ça aussi dans votre façon de faire. Ah, vraiment. Oui, puis on prend le temps. On prend vraiment le temps de... Les gens, puis ça, c'est quelque chose que justement, moi, au début, on le dit comme ça, mais on se rend pas compte comment, pour certaines personnes, c'est extrêmement important. Fait que tu sais, tu dis bravo à une personne, puis l'autre, tu y as pas dit, mais pour toi, il y avait pas. Donc, on a vraiment établi des moments clés. Par exemple, le lundi. Okay. Ouais, le lundi, on a toujours une rencontre d'équipe à 11h. C'est toute l'agence, le bureau de Toronto, Montréal, tout le monde ensemble en Zoom. Puis là, on passe à travers les choses, les nouveaux mandats, qui est là cette semaine. Autant des choses comme ça, les nouvelles de l'industrie. Y a-t-il quelque chose qui s'est passé qu'on doit savoir? Bien-nation, on en est où sur les campagnes? Quel client est en train de pitcher? Y a-t-il un nouvel employé? Tout ça. Puis à la fin, c'est les kudos. C'est tout le monde rentre, qui veut le remercier, puis qu'est-ce que les gens ont fait. Donc, tu sais, des fois, ça peut être autant, je suis partie en vacances, hey, merci, t'as bien repris mon... ou tel mandat, tel employé est allé chercher tel résultat, ou bravo à l'équipe de Toronto. Ça permet à tout le monde de se reconnaître, puis tout le monde a le droit de le faire. Fait qu'en quelque part, tu sais, puis on le voit aussi, ça revient à ce qu'on disait, tu sais, quand je disais les élections, tu peux pas chialer contre ton gouvernement. C'est la même chose, à un moment donné, tu veux de la reconnaissance, mais si toi, t'en donnes jamais, ils ont aussi le droit d'en donner. Ils en reçoivent, puis tu sais, la direction aussi, ils en veulent de la reconnaissance. Fait qu'il faut que ça soit gagnant-gagnant. Tout le monde. Ouais, honnêtement, ce côté-là, c'est moins Vika m'en donne, ça me va. Mais ouais, il y a le côté la reconnaissance qui est hyper important. Puis même à travers la reconnaissance, c'est drôle, hein, on va sonder. Bien sûr. Parce que on avait fait à un moment donné des genres de awards là, avec les valeurs de l'entreprise, puis là ça finissait que c'est tout le temps les mêmes qui gagnent. Fait que même dans la reconnaissance, il y avait une problématique de fait, OK, c'est pas ça qu'on va faire, on va faire d'autres choses. Puis les kudos du lundi, c'est comme OK, mais ça, on reconnaît-tu vraiment tant telle affaire? Ben, il n'y a pas de bravo qui compte puis bravo qui compte pas. Il n'y a pas de limite à dire bravo à quelqu'un. Il n'y a pas quelque chose qui on dit oui puis non. Donc, tu sais, il faut quand même dans la reconnaissance, c'est pas toutes les façons qui sont acceptées ou qui font le travail, en fait, qui font ce qu'on veut que ça donne. Ouais, non, c'est sûr, les awards, là, on s'entend, là, ça a beaucoup de limites dans ces choses-là. Au début, sauf qu'il y en a, quand on a sondé, il y en a que pour eux, c'était merveilleux parce que ça leur permettait aussi de réfléchir avec qui on travaillait parce qu'on demandait d'aller plus loin que juste l'équipe directe de travail, d'aller un peu plus loin. Donc, OK, telle personne a fait ça, puis ça leur permettait de s'il y avait comme des finalistes, si on veut, fait que de comprendre un peu plus ce que les gens font, puis de valoriser aussi le travail de ceux qui se démarquaient. Mais c'est ça, il y en a qui ne gagnent jamais, fait que là, ça, OK, ça, c'est pas nécessairement la bonne façon de reconnaître, faisons autre chose. Fait qu'on fait d'autres choses. On a un petit comité comme social qui travaille beaucoup là-dessus pour s'assurer que tout le monde est reconnu, tout le monde qui veut s'impliquer peut s'impliquer. On n'impose rien, mais on leur donne la possibilité, puis on leur dit souvent quand les gens, justement, ça limite les plaintes, parce que c'est comme, tu as plein d'espace pour parler, pour t'impliquer, pour être là avec les employés, pour remercier, tu as tous ces espaces-là. Si tu les utilises pas, l'attente que la direction, après, c'est pas possible, mais je veux dire, à un moment donné, il faut que tu fasses ta place, il faut que tu ailles chercher ce qui est payant, ça vient après ce qui est payé. Là. C'est tout ce qui est la différence que tu peux faire. Oui, c'est tout le côté social aussi, le contexte que tu vas mettre dans l'entreprise pour pouvoir faire en sorte qu'ils sont motivés. Ouais. Maintenant, je te poserai 2-3, pour qu'on arrive à notre domaine, là, quand on pense à notre domaine, tu aurais 2-3 trucs à nous dire là, pour qu'on puisse faire maintenant, là, pour pouvoir arriver à ce domaine-là, super adaptation, humain, flexibilité, tout ce que les mots que tu mentionnais. Ouais. Ben, c'est sûr que l'adaptation, dans le sens où il faut garder l'œil ouvert sur ce qui se fait. Parce que, comme je disais, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mes enfants, le travail qu'ils vont vouloir faire, même ce qu'ils me nomment des fois, je suis là, je ne savais même pas que ça existait. Là. Donc, de vraiment garder l'œil ouvert sur ce qui se passe, sur les nouvelles, bien, dépendamment de ses intérêts, évidemment, mais le monde est tellement appelé à changer que c'est très, très important de garder l'œil ouvert. Après ça, l'engagement. Moi, je dirais l'engagement de s'engager dans ce qu'on fait, de s'engager dans les projets. Les gens baissent les bras très facilement aujourd'hui. Puis je l'ai vu à différentes entreprises, par exemple, même des fois des stagiaires qui quittent le stage après 5 jours parce que c'est pas exactement ce qu'ils pensaient.
OK, mais la vie, là, je veux dire, il faut que tu regardes t'adapter. C'est pas ce que tu pensais, mais va au bout. Puis après ça, ben, à la limite, tu vas savoir ce que t'aimes, tu vas savoir ce que t'aimes pas. Tu vas quand même avoir appris des choses. Tu sais, l'engagement puis l'implication, je pense que c'est hyper important d'aller dans le milieu aussi, d'aller voir ce qui se fait, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que je considère très, très, très important. Puis l'autre chose, ça serait quoi? Ça serait peut-être de ne pas attendre. Parce que, tu sais, quand je parlais de l'échec et tout ça, ouais. Parce que, tu sais, au final, là, je veux dire, quelque chose qui ne marche pas, là. Tu sais, ça. C'est quoi qui va arriver? Puis ça, c'est très. Le marché ou pas, c'est vraiment une perception. Parce que, tu sais, je vais te donner un exemple rapide. J'ai une ligne de vêtements au début des années 2000 avec 2 amis designers, puis on l'a gardé, c'est pour eux, on l'a gardé, je pense, 2-3 ans. Puis ça a été super. Moi, ça m'a pris vraiment d'être du côté client. Pour l'agence, c'est merveilleux. Je voyais la réalité client. Ça m'a appris, j'ai habillé plein de monde pendant ce temps-là. J'ai travaillé comme styliste, j'ai adoré ça, j'ai rencontré plein de monde. Ça a été merveilleux. Mais on a-tu fait de l'argent avec ça? Non. Puis maintenant, on l'a fermé parce que moi, j'avais Bicom, j'étais avec Eve Gravel qui avait sa ligne de vêtements. Fait qu'on a fait, regarde, Puis il y avait du monde qui me disait, ben, t'es pas déçu que ça n'ait pas marché? Puis moi, honnêtement, au début, j'étais là, ah bon, tu sais, je savais pas que ça n'avait pas marché, dans le sens où. Non, mais c'est vrai, c'est que le résultat, c'est vraiment juste de faire de l'argent. Je comprends qu'une entreprise, ultimement, c'est ça le but, je comprends. Mais moi, ma perception pour vrai, c'était que non, mais j'avais pas d'attente nécessairement non plus quand j'ai commencé ça. Fait que, tu sais, que ça n'a pas marché, j'étais, hey, moi, tout le bagage, j'étais allée chercher là. Moi, ça, tu sais, je l'applique encore aujourd'hui. Donc, en fait, c'est peut-être plus pas avoir d'attente tant que ça sur le résultat. Ça serait peut-être ça ma troisième chose. Ah, c'est intéressant. Donc, l'adaptation, l'engagement, puis pas avoir tant d'attente que ça. Tu sais, je veux dire, en même temps, je l'entends, ton attente, tu sais, de ce que tu veux, et en même temps, c'est comme c'est relativisé par rapport à cette attente-là. Et ce que j'ajouterais peut-être aussi, là, tu sais, ce que tu vois, c'est toute la capacité dont tu le regardes, cette attente-là. Ou comment tu vois, tu sais, parce que, comme tu disais, je l'ai regardé plus comme une situation d'apprentissage. Oui, absolument. Une opportunité d'apprentissage plutôt que comme échec. Oui, absolument. L'attente, tu sais, c'est sûr que c'est normal d'avoir des attentes, mais de voir aussi tout ce qu'on est allé chercher sur le chemin. Tu sais, c'est pas juste la destination, c'est ce chemin. Puis en plus, avec ce qui s'en vient, comme c'est en mouvance, on ne sait pas, c'est extrêmement difficile de prévoir. Donc, il ne faut pas, dès que quelque chose ne passe pas comme prévu, baisser les bras, puis voir ça comme un échec parce qu'il n'y a rien qui va se passer comme prévu. Là, c'est terminé ce bout-là. Là. C'est terminé. Là. Fait qu'il faut, je pense qu'il faut juste relativiser ou changer sa perception de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. De tout ce que tu as mentionné, puis je vais résumer ça, j'ai une image, puis tu sais, dans la littérature, souvent, on dit, pour faire face à tout ce qui s'en vient, tu sais, d'apprendre plus à surfer plutôt que de faire du paddleboard. C'est fun de faire du paddleboard, mais dès que tu as une vague, tu sautes. Donc, le surf, c'est vraiment apprendre à surfer, c'est que tu montes sur ta planche. C'est hyper difficile de surfer, c'est hyper difficile d'avoir l'équilibre, c'est hyper difficile de rester sur ta planche, mais dès qu'il y a une vague, tu es capable de surfer sur cette vague-là et de vivre avec cette vague. Moi, c'est vraiment l'image que quand tu parles, c'est vraiment cette image-là qui m'est venue en tête pour résumer toute notre discussion là. Ben, honnêtement, c'est une très bonne image. Puis en plus, quand tu sais surfer, automatiquement, tu sais faire du paddle. Donc, c'est mieux. Alors que tu fais du paddle, tu peux pas faire du surf. Non, mais c'est vrai. Mais j'ose imaginer, puis c'est l'image qui vient souvent, dans tout ce qui est l'innovation puis tout ça, là, mais c'est l'image qui m'est venue quand tu parlais. Ben oui, complètement. C'est une très bonne image. Tu es une surfeuse organisationnelle. Peut-être, oui. OK. C'est une bonne façon, je vais me présenter comme ça. On recommence sur l'intro. Hey, merci beaucoup. Merci à toi.